Il a été ministre d'État à la jeunesse et au sport amateur, puis ministre des Transports. Il est maintenant chroniqueur à TVA, au réseau Cogeco, à CTV et à CGAD. Mesdames et messieurs, un Madelino dans l'âme. Monsieur Jean Lapierre. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je pense que c'est un privilège. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs d'entre vous. Je sais que vous êtes tous impliqués dans vos milieux et j'ai surtout rencontré des auditeurs qui se lèvent de bonne heure, qui sont à l'écoute à 7h05, qui sont à l'écoute à 5h05. Bravo, c'est une bonne habitude, ça, là. Ce soir, avec vous, je veux faire un peu un tour d'horizon de ce qui se passe au fédéral, de ce qui se passe au provincial, un petit peu de municipal, quelques minutes, parler de certains enjeux spécifiques qui peuvent vous intéresser, aussi de la représentation de votre industrie, comment est-ce que moi je perçois ça, et partager un peu mon expérience avec les médias traditionnels, mais aussi les médias sociaux, puis terminer en vous parlant de l'éthique. Je ne suis pas un fan de la commission Charbonneau, mais je vais vous dire qu'est-ce que je pense en termes d'éthique. Au niveau fédéral, au fond, la date est déjà écrite dans le calendrier. C'est le 19 octobre qu'on doit avoir une élection. Et qu'est-ce que ça veut dire au Québec? C'est clair qu'actuellement, les conservateurs se donnent deux avantages. L'économie. Ils vont arriver là, mardi prochain avec un budget balancé, avec des promesses qu'on connaît déjà d'avance, mais aide aux familles, crédit d'impôt de 2 000 pour les familles. Ça ne sera pas de refus. Baisse d'impôts, doubler le CELI. Et je dirais leur autre avantage, c'est celui de la sécurité. On a beau dire, on a beau faire, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Syrie, toute la question de l'Ukraine, la loi et de l'ordre, c'est un sujet qui leur appartient. Et malgré ce qu'on pense, au Québec, mon impression, c'est que traditionnellement, là, dans les dernières années, on pensait que Stephen Harper avait deux amis au Québec. Régis Labombe, puis le bonhomme Carnaval, puis des fois, on se demandait lequel était lequel. Mais la réalité, c'est que ça a rapporté. La réalité, c'est que les conservateurs sont à 39 % dans la région de Québec et qu'ils devaient, en fait, à leurs premières ambitions, c'était de passer de 5 puis se rendre à 10 députés. Et leur organisation, ce que j'appelle de tache d'huile, ils partent de la région de Québec, Beauce, Chaudière-Appalaches. Là, avec le maire de Victoriaville, tu es rendu dans les Bois-Francs. Le siège de Christian Paradis, ça veut dire que tu élargis ta tache d'huile. Le recrutement de candidats de prestige. D'avoir recruté Gérard Deltel, là, Gérard Deltel, il va gagner son comté. Il va repartir la base à Québec, qu'ils ont perdue au NPD. Le drame du NPD à Québec, pour essayer de reconnaître les députés, il faudrait les mettre sur une pinte de lait tellement ils ne sont pas connus, puis avoir un avis de recherche. Et donc, ça donne un territoire assez prospère pour les conservateurs. Je vous dirais que dans la région de Montréal, pas pour rien que M. Harper ne vient jamais à Montréal, ils n'ont pas d'ambition sauf un comté, le comté de Mont-Royal, parce que, à cause de la position de M. Harper sur Israël, c'est la plus grande concentration de vote juif. Et sincèrement, je suis allé dans un party en fin de semaine passée. Ça s'appelle la Mimouna. C'est un party pour les Juifs marocains. Ça dure toute la nuit. J'ai fait ça avant d'y aller. Mais c'est la première fois de ma vie que je vois dans Mont-Royal. Mont-Royal, là, ça, c'est rouge depuis la Confédération. De voir que les gens s'annoncent conservateurs, un après l'autre, quand ils arrivent au party, j'en revenais pas. Et donc, s'il y a un comté dans la région de Montréal qui peut être contesté, c'est le seul, là, ça va être Mont-Royal. Mais mon impression, c'est qu'on partait d'une ambition de 5 à 10. Moi, je pense qu'on est rendu plus de 15 à 20. Ce qui est une surprise pour tout le monde, mais ce qui permet aux conservateurs de compenser pour leurs pertes qu'ils vont avoir dans les maritimes, notamment. Et c'est ça l'exercice.
Tout le monde a eu peur d'avoir un autre printemps érable. C'est viré en avorton. Et sincèrement, je pense que les étudiants ont tué le momentum de toute contestation possible ou impossible. À mon point de vue, ce que les étudiants ont fait, notamment à l'UQAM, est l'équivalent de ce que les syndicats avaient fait quand ils sont débarqués à l'Hôtel de Ville de Montréal, les pompiers et l'École bleue. Le soir que les pompiers et l'École bleue ont été faire de la casse à l'Hôtel de Ville de Montréal, ça a été la fin de leur bataille. Ils ont perdu la bataille ce soir-là. Et je pense qu'à l'UQAM, quand ils ont essayé de tout défaire dans le pavillon des Fossés, moi, je pense que ce soir-là, c'est à la fin parce qu'il n'y a personne qui veut s'identifier à ça. Il n'y a pas un Québécois qui veut s'identifier à la casse, au bris de fer, à la violence, aux gens masqués. Je regrette, même les syndicats réguliers ne voudront pas les avoir autour, même si à l'automne, ils veulent faire des manifestations sur la question de la négociation avec le secteur public. Veux-tu avoir des mal élevés? Veux-tu avoir... Parce qu'à ce moment-là, ta cause est perdue. On ne fait pas la nouvelle sur la cause défendue, on fait la nouvelle sur les fous qui cassent partout. Et donc, il n'y a personne qui va vouloir s'identifier avec eux. Et moi, je pense que ce soir-là, cette journée-là, ils ont perdu leur cause. Maintenant, l'autre question qu'il faut se poser, c'était quoi la cause? Là... Non, mais là, tu fais des manifs contre l'austérité. Je connais personne qui est pour l'austérité, moi, là. Tu fais des manifs contre les hydrocarbures, mais ils sont tous débarqués en char. Une soirée, il y avait une manif contre l'occupation industrielle de l'espace. Christy, c'était une soirée contre la NASA. Et donc, ça a enlevé toute la crédibilité au mouvement. Donc, pour le gouvernement, ça leur donne un avantage. Mais on n'est pas sorti de l'auberge, là. La réforme en santé, c'est pas évident parce que on ne comprend rien de ce qu'ils font parce qu'il y a tellement d'acronymes là-dedans, l'alphabet manque de lettres, là. Mais à la fin, est-ce que ça va donner des résultats? Parce que le test, comme on dit en anglais, « the test of the pudding will be in the eating ». Et c'est clair que le test du docteur Barrette va être d'ici 1 an ou 2 si on a plus d'accès aux médecins ou pas. Au niveau municipal, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a une nouvelle réalité, il y a un nouvel axe. Ce que j'appelle l'axe Coderre-Labaume. Ça change la relation entre le gouvernement du Québec et le monde municipal. À un certain moment, c'était méprisé. Je veux dire, on a eu tellement de maires de Montréal dans une année et demie qu'on ne savait plus comment il s'appelait. Et puis, il ne savait rien non plus. Et donc là, depuis que Coder a pris le contrôle de la ville, sincèrement, il est meilleur même que je pensais. Moi, je savais que c'était le gars le plus travaillant que je connaissais, mais vraiment, il a redonné un nouvel esprit à la ville. Labaume a donné de la valeur à l'entrepreneurship. Moi, ça fait des années et des années que je fais des conférences à la Chambre de commerce de Québec. Je n'en reviens pas, le changement de dynamique. Avant ça, Québec était jaloux de Montréal. Maintenant, c'est Montréal qui est jaloux de Québec. C'est la dynamique, la valorisation de l'entrepreneurship. Je dirais aussi que le changement à la radio même a opéré parce que, modestement, moi, je vais vous dire, moi, je pense qu'à la radio, on ne mène rien comme de raison, mais on crée l'atmosphère. Ou bien tu peux détruire l'atmosphère comme ils ont vécu à Québec pendant quelques années, où tous les entrepreneurs, tout le monde était des pas bons, tous les politiciens, tout le monde, ou tu peux décider que tu vis dans la société et que c'est pas vrai que tout le monde n'est pas correct. Et je pense que ça a changé. La mentalité à la ville a changé. Et la même chose à Montréal. Et moi, je pense que c'est pour le mieux. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça change aussi le rapport de force avec le gouvernement du Québec. Quand le maire de Montréal a un taux de satisfaction de 82 puis que le maire de Québec a un taux de satisfaction de 76 on va dire, tu ne peux plus les ignorer, là. Et donc, ça change toute la dynamique au niveau des infrastructures et tout ça. On a vu le pacte fiscal, on va voir bientôt la loi sur la métropole et sur la capitale. On a vu leur victoire, entre autres, sur la loi 3 sur les fonds de pension municipaux. Tu sais, si ça n'avait pas été de la bombe, là, on n'aurait jamais fait le ménage là-dedans, là. Et sincèrement, on lui doit un crédit à ce niveau-là, parce que c'était pas populaire à faire, là. Et ils ont réussi à le faire. Et franchement, les deux ont travaillé ensemble. Et moi, je pense que
même au niveau des infrastructures, et c'est un dossier qui va vous intéresser, moi, je pense qu'ils vont changer la dynamique. D'avoir été capable d'intéresser, par exemple, la Caisse de dépôt et de placement dans toutes les nouvelles infrastructures de transport en commun, je pense que ça a à voir, entre autres, avec la pression des Labaume et des Coderre. Et tout ça. Maintenant, les gens veulent voir. Nous autres, on ne se déplace plus maintenant là, pour des conférences de presse traditionnelles. Il faut voir, il faut avoir de l'image parce que les gens veulent voir. Ils veulent savoir un petit peu, mais ils veulent surtout voir. Et je dirais, moi, quand j'ai commencé en politique, là, j'avais un vieux sénateur qui s'appelait Azélius Denis. Azélius Denis avait été nommé par Louis Saint-Laurent au Sénat, puis dans ce temps-là, les sénateurs étaient nommés à vie. Et il avait été ministre des Postes, il avait été 2-3 affaires, puis il s'assoyait à côté de moi au caucus, puis il était rendu au moins à 80. Tout ce qui manquait, c'était son crachoir. Et il me voyait comme jeune député parler aux journalistes. Puis là, d'un coup, une journée, là, il me pogne, il dit « Jean Lapierre, quelque chose à dire. Rappelle-toi toujours, les journalistes, c'est une race de monde qui ont des crayons, pas des faces. » Il avait raison. Une autre fois que j'avais trop parlé, encore une fois, il me fait venir dans son bureau. Je m'en vais au bureau au Sénat, un peu comme les bureaux de Mike Duffy, là. Et il y a une espèce de gros divan en cuir rouge, puis ça sent le cigare puis le scotch. Puis là, j'arrive, puis là, en arrière, il y a un beau poisson, là, un gros saumon. Tu veux mon saumon? Ah, c'est beau, ça, sénateur, est-ce que vous avez pêché ça, ça? Non, 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 non. Ah, il y a une leçon pour toi ici. Comment ça? Puis là, je regarde là le saumon. Si il n'était pas ouvert la gueule, il ne serait pas ici. Et donc, encore une fois, je suis bien honoré d'avoir pu partager mes réflexions avec vous. Je vous remercie de votre attention. Je sais que le vin est plus intéressant que moi et probablement la conversation autour de la table, mais merci de votre attention. J'ai été honoré de pouvoir jaser avec vous. Merci infiniment. Je tiens vraiment à remercier M. Lapierre. Jamais j'eus cru connaître quelqu'un qui aurait un langage avec aussi peu de langue de bois, pire que moi. Merci encore, M. Lapierre. Pendant que vous êtes tous levés, je vous invite à...